2 ans après la réforme, quel regard global portez-vous sur la loi Avenir professionnel? Un regard contrasté, d'abord parce qu'elle comporte deux volets qui n'appellent pas les mêmes remarques de la part des régions. D'abord sur le volet apprentissage, notre regard il était critique au début, il le reste. Nous considérons que c'est une réforme qui a dérégulé le système, qui a privatisé l'apprentissage d'une certaine manière dans notre pays, et que c'est regrettable puisque les régions avaient l'occasion de pouvoir à l'échelle des territoires positionner des formations sur le moyen ou le long terme, qu'elles pouvaient donc choisir la carte de formation. Elle pouvait intervenir dans les CFA de façon souple et réactive, je pense, en période de crise, en particulier la crise du bâtiment en 2008, qui était une crise plus générale, mais en particulier dans le bâtiment, nous avons continué de maintenir nos investissements dans les CFA, alors que ces CFA se vidaient à l'époque, ce qui nous a permis d'avoir une politique d'avenir. Donc nous étions dans un rôle de régulateur, et cette régulation a été essentielle pour nous dans le système de l'apprentissage. Donc ce regard, il est critique. Nous pensons que c'est une réforme qui n'est pas adaptée au contexte de crise en particulier, et nous le voyons bien en ce moment. Un regard plus positif sur la formation professionnelle, notamment dans son volet plan investissement compétences, avec le déploiement de formations nouvelles. Nous demandions un plan qualitatif plutôt que quantitatif, c'est le cas. Nous avons avec le Haut Commissariat aux compétences des relations qui sont sereines et qui nous ont permis également d'avoir la pluriannualité, c'est-à-dire d'avoir le temps long pour déployer des formations nouvelles, mais pas simplement, je le disais, puisque la logique est qualitative. Nous avons pu expérimenter de nouvelles politiques sur les territoires, très concrètement, revaloriser la rémunération de la formation des stagiaires de la région, par exemple, parce que nous avons identifié ce point comme un point bloquant parfois pour le retour à la formation, les frais de mobilité, le développement de l'action de formation en situation de travail aussi, pour être très concret, le déploiement du numérique dans la formation, le changement de paradigme quelque part. Et cette politique a été plutôt favorable au cours des dernières années. Globalement, les régions ont pu être entendues, elles ont pu avoir leur place, même s'il y a des imperfections, ce qui pousse pour nous à avoir un regard qui est plutôt positif sur le volet formation de la loi du 5 septembre 2018. La réforme visait à provoquer un Big Bang de la formation. On l'a vu, beaucoup de dispositifs ont été impactés. Le jeu d'acteurs aussi s'est transformé avec des compétences qui ont été à nouveau réparties vers les uns ou vers les autres. Quelle est aujourd'hui, d'après vous, la place du conseil régional dans ce paysage? Je dirais que les régions ont démontré au cours des dernières années qu'elles avaient un rôle de coordonnateur potentiel sur la formation. Pourquoi? Parce que nous sommes chefs de file sur le développement économique et qu'il y a une vraie cohérence, et nous le disons depuis longtemps, à ce que nous maîtrisions complètement les politiques de la formation professionnelle, puisque nous connaissons les besoins de nos entreprises sur les territoires et qu'on ne mène pas la même politique en fonction des régions, en fonction des besoins de nos territoires au sein même des régions, et qu'il est donc logique que nous soyons affirmés comme le chef de file de la formation. Maintenant, ce n'est pas complètement le cas, puisqu'il y a de nombreux acteurs dans le champ de la formation, que c'est parfois illisible pour l'utilisateur final, c'est-à-dire pour le stagiaire. Je pense aux actions qui peuvent être celles à la fois de Pôle emploi, des OPCO pour les salariés, etc., ce qui rend aujourd'hui compliqué le pilotage. Et donc ce que nous demandons notamment à l'occasion du plan de relance, c'est d'être complètement maître et pilote du volet formation de ce plan de relance, notamment dans les mesures qui pourraient être prises à l'égard pour les jeunes et pour l'ensemble des demandeurs d'emploi qui sont concernés. Et c'est d'ailleurs aussi une des forces de la formation, c'est d'avoir visé un public cible qui est celui qui est le plus éloigné de l'emploi. Et donc ça, nous l'avons soutenu. Maintenant, nous sommes en période de crise, nous demandons aussi l'élargissement de ces publics cibles, du plan investissement compétences en particulier. Donc je dirais que la région est probablement l'interlocuteur le mieux placé pour assembler l'ensemble des acteurs. Il y a un besoin de pilotage comme probablement il n'y en avait jamais eu dans la formation, et nous nous tournons régulièrement vers l'État pour faire entendre notre demande, qui est une demande naturelle, qu'il faut assumer la région comme pilote, aller jusqu'au bout de la logique, faire confiance au territoire en matière de formation professionnelle. La réforme de la formation a été développée sur la base de quelques principes structurants, pas forcément nouveaux, mais qui ont pu être poussés de manière plus intensive, notamment l'individualisation et la désintermédiation de l'accès à la formation. Quel regard portez-vous sur ces principes et est-ce qu'ils trouvent une opérationnalité dans votre région? Alors ce sont des questions qui dépassent le champ de compétences des régions, puisqu'il s'agit notamment de la formation des salariés, la façon dont on doit accéder à la formation. Ça concerne aussi les demandeurs d'emploi, donc aussi d'une certaine manière les régions. Nous pouvons avoir d'ailleurs des sensibilités différentes sur ce point, mais globalement, peut-être pour résumer une position de synthèse sur cette question, c'est que l'individualisation est plutôt une bonne chose dans l'absolu. C'est plutôt aussi une bonne chose que d'avoir une prescription libre des organismes de formation, c'est-à-dire qu'on puisse
qu'un organisme de formation puisse directement recruter son public sans passer par des intermédiaires nous semble être une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait dans la région qui est la mienne, c'est-à-dire en Normandie, la prescription libre dès 2016. Maintenant, l'individualisation a aussi des limites. Je pense aux publics qui sont les plus éloignés de l'emploi. Le besoin de conseil est un besoin qui est particulièrement sensible. Et le risque d'une individualisation qui serait excessive, la perte du conseiller en évolution professionnelle parfois, c'est aussi peut-être le risque de ne pas avoir un retour à la formation pour des publics qui en ont le plus besoin. C'est la raison pour laquelle nous disons, notamment à l'occasion du déploiement du plan investissement compétences, qu'il faut davantage former ceux qui sont censés informer les publics. Et en réalité, on pense, pour donner des exemples, ça peut être le secrétaire de mairie, ça peut être le travailleur social, qui peuvent donner les premières informations à un public qu'il reçoit sur le droit à la formation. Donc vous voyez, l'individualisation, elle est probablement une bonne chose pour les publics qui sont formés et informés. Elle est beaucoup plus dangereuse pour les publics éloignés de l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle les régions prennent à bras-le-corps cette question, et notamment en disant qu'il faut informer davantage les acteurs au premier niveau d'information. Et je citais ces deux exemples précis qui peuvent être des bonnes pistes, je pense, pour l'avenir. Il en va de même de la volonté de rapprocher la formation du monde économique, suscitant parfois les reproches d'une politique adéquationniste. Quel est ici votre sentiment et quels équilibres recherchez-vous au sein de votre région ? Alors les régions depuis longtemps sont dans des politiques qui visent non pas, je dirais, à faire de l'adéquationnisme sur les territoires, mais qui visent à mettre en cohérence l'offre de formation sur un territoire avec les besoins des entreprises. La formation qui est finalement la formation réussie, c'est celle qui aboutit à l'insertion professionnelle. On ne peut pas imaginer former sans qu'il y ait une perspective à moyen ou long terme d'insertion professionnelle. Bien évidemment qu'il y a des publics pour qui nous avons d'abord des formations de socle, de remise à niveau, ou des formations qui amènent à un choix d'orientation. Mais la logique finale, c'est bien sûr de former pour l'insertion professionnelle. Mais cette insertion professionnelle n'a pas de sens si elle ne se traduit pas non plus par l'épanouissement personnel et la possibilité derrière une formation de pouvoir accéder à plusieurs métiers. Je parlais tout à l'heure de la possibilité de développer l'action de formation en situation de travail. C'est une très bonne chose, je pense. Ce sont des formations concrètes qui sont davantage attendues par les publics, qui sont directement opérationnelles. C'est-à-dire que le public rentre en formation avec la perspective certaine, ou en tout cas beaucoup plus probable, d'avoir un travail à la sortie. Et ça, c'est quand même le but même de la formation. Maintenant, il ne faut pas que le public qui soit formé strictement aux besoins de l'entreprise dans laquelle il va être recruté derrière. Il faut qu'il y ait des titres, il faut qu'il y ait une logique de compétences derrière, et c'est ce que nous faisons, je pense, dans les régions. Donc non pas de l'adéquationnisme, mais de la mise en cohérence, qui me semble être le bon équilibre pour une politique de formation équilibrée.